Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 9 mars. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les planteurs de canne ont le sourire, la récolte cannière peut démarrer, les ouvriers de l'usine Gardel ne feront pas de blocage. Une poignée d'opposants à la réforme du Code du travail ont fait entendre leur opposition au projet du gouvernement. Ils dénoncent une régression sociale. La ville de Petit-Bourg est en selle pour la 19e édition de la Carojette. Près de 50 000 personnes sont attendues sur la plage de Viard. Le journal Aurélie Bronze. C'est la fin du suspense. La récolte cannière peut enfin démarrer à l'issue d'une assemblée générale qui aura duré plusieurs heures. Les ouvriers de Gardel ont décidé de traiter les cannes livrées par les planteurs. Pour débloquer la situation, la direction de l'usine s'était engagée à soumettre le protocole de désaccord sur les négociations annuelles obligatoires signé la semaine dernière. Les explications de Jacques Damprobe. Après une longue matinée mêlée de prises de parole, de prises de bec et de concertation, les ouvriers de Gardel se montrent raisonnables. Ils ne feront pas obstacle à la récolte. La direction de l'usine a donné des garanties après l'échec des négociations entre les usiniers et les syndicats. Les cannes seront traitées. Nous apprenons aussi que c'est rien qui est que vous voyez pour la partie patronale de la filière. Protocole de désaccord là, ça veut dire que nous devons démarrer sans document, nous devons démarrer sans désaccord, sans accord par seul, sans rien. Nous devons aller à l'aveugle. C'est la première fois que ça a été fait dans l'histoire de la filière canne. Là, le personnel a révolté. Pour nous, son combat que nous gagnons, nous restons debout pendant une matinée et nous satisfaire de document là que nous nommons aller là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sur les 14 points de revendication présentés par l'intersyndicale lors des fameuses NAO, pas moins de 12 seront étudiés dans le cadre de la convention collective. Pour l'instant, nous veillons au grain, parce que nous remarquons aussi que là, nous avons négocié ces messieurs, tout n'a pas de pression, particulièrement à l'arrivée, pas de pression à la récolte, il n'y a pas faire rien. Et c'est pour ça que nous constatons qu'il y a plus de 3 années que nous avons essayé de veiller pour périr la convention collective. Malheureusement, ça n'a pas fait. Mais quand nous avons espéré que nous avons, que nous avons, et que l'année, ça faut nous donner les moyens, effectivement, pour périr la convention collective. L'Assemblée générale des ouvriers aura mis en lumière des dissensions entre l'UGTG et la CGTG. L'intersyndicale a failli voler en éclats. Ça veut dire qu'il y a une journée là aussi, il faut que nous travaillions aussi, chercher d'autres stratégies. Et premier là, c'est trouver le moyen d'être unis. Et malheureusement, je constate qu'aujourd'hui là, nous voulons en être syndical, mais aujourd'hui là, pété, malheureusement. Nous, ce qui est important aujourd'hui là, c'est que, je ne même pas reconnaître ça, c'est que partenir suffisamment de règles dans l'intersyndicale en nous. Et aujourd'hui là, je crois que l'expérience qui montre nous que la prochaine, nous organiser nous les moyens pour pénétrer plus règlement et pour faire en sorte que ça aujourd'hui là à incident pas ou fait. Les planteurs peuvent souffler, ils pourront sans délai livrer leur canne à Gardel. Une autre inconnue demeure toutefois le temps qu'il fera dans les prochains jours. Mais ça, c'est une autre histoire. L'actualité sociale avec les salariés de CanalSat Antilles en grève depuis maintenant une semaine. Un mouvement reconductible pour exiger notamment l'annulation de la procédure de licenciement d'une employée jugée abusive par le syndicat. Nous avons contacté la direction qui ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant. La société qui a décidé de procéder par la voie judiciaire pour régler ce conflit. 6 salariés sont assignés à comparaître demain au tribunal de Pointe-à-Pitre pour entrave à la liberté de travail. Le travail justement au centre d'un mouvement national aujourd'hui. Les étudiants, les lycéens ou encore les jeunes salariés ont manifesté contre le projet de loi El Khomri. Un mouvement assez peu suivi en Guadeloupe. Une trentaine de personnes s'étaient tout de même donné rendez-vous sur la place de la Victoire en début d'après-midi. Le reportage de Karine Gielman. Une trentaine de manifestants sur la place de la Victoire contre le projet de la loi sur le travail. C'est très important de commencer cette mobilisation parce que vraiment c'est une loi scélérate prise contre les travailleurs. Et donc pour nous c'est un début. C'est vrai que c'est encore timide puisque bon il n'y a pas eu un appel vers les syndicats de façon générale. Mais bon il fallait quand même lancer
le mouvement, répondre à l'appel des jeunes en France, des syndicats, de certains syndicats en France. Et c'est bien qu'on soit présent, c'est très important. Dans le même temps, cette loi propose de licencier des travailleurs sans justification réelle. Donc ça veut dire que c'est la liberté pour le grand patronat, la liberté pour les grands patrons de licencier quand ils veulent, sans forcément justifier. Et nous, on dit qu'on voit très bien en fait, que cette loi, c'est une loi en fait, des grands capitalistes, de ceux qui dirigent économiquement cette société, les Gattaz, les grands patrons de Sanofi, les grands patrons de Peugeot, de Renault, etc. C'est eux qui dictent au gouvernement ce qu'ils doivent faire. Allongement de la durée du travail, perte des acquis sociaux, régression sur l'encadrement des licenciements, les manifestants reprochent une loi régressive. Les patrons français ont demandé et veulent qu'ils aient une classe de travailleurs ayant un salaire, un niveau de vie plus bas. Ils veulent qu'on revienne à vivre avec des salaires qu'on touche dans, je ne sais pas dans quel pays, tel qu'en Turquie ou ailleurs. Ils estiment que les travailleurs français sont trop organisés dans les syndicats. Ils ont trop d'avantages, 40 heures et autre chose, 35 heures, congés payés et toutes sortes de choses. Même par exemple, ils veulent supprimer, si vous avez un parent, un décès dans votre famille, ils veulent supprimer le congé parental. Vous imaginez à peu près ce qu'on veut dire? On retourne un siècle en arrière. Le même jour au Sénat, un projet de loi pour un revenu de base a été débattu. Salaire à vie pour tous, revenu de base inconditionnel. Le travail se raréfie et des idées nouvelles, souvent issues de penseurs d'un autre siècle, tels que Voltaire ou encore John Maynard Keynes, sont avancées. On veut quelque chose pour leur avenir, pour améliorer leurs conditions, tout est possible. Aujourd'hui, on a vu quand tout ce que les gens ils ont gagné, c'est à travers des luttes. Et aujourd'hui, on voit que la réponse en France et aujourd'hui ici, même si on est une petite minorité, mais on est une minorité déterminée, c'est qu'il faut se battre en fait dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Moi, j'ai un espoir de changement, mais le truc, c'est qu'il faut que les gens prennent conscience que le changement ne se fera pas en douceur. Il y a une révolution, quelque chose qu'il faut faire, structurer. Je pense que, alors ça se décrète pas. Hein. Les gens ont désirent changer ou pas changer. Là-dessus, il y en a qui hurlent, qui crient comme ça. Faut changer. Mais tant que les gens ne sont pas affectés par ce désir de changement, il n'arrivera pas. La prochaine rencontre est prévue jeudi 10 mars à l'université, l'occasion d'expliquer les grandes lignes de la loi proposée par le gouvernement. Et on rappelle que le gouvernement a repoussé l'examen de ce projet de loi sur le Code du travail au 24 mars. On va rester dans le domaine de l'emploi, on va parler maintenant d'insertion professionnelle avec la ville de Bémao qui organise en ce moment l'opération 2 semaines pour changer ma vie. C'est la 2e édition, une action en partenariat avec l'association Affirmatique. Cet après-midi, un atelier de relooking avait lieu à la maison de quartier de Fontrichet. Anne-Elisabeth Artsen. 2 semaines, des jeunes et des activités sociales. C'est le partenariat réalisé par la ville de Bémao et l'association Affirmatique. On emmène un groupe de 10 jeunes faire un tas d'activités qui leur permettent de sortir un peu de leur cadre habituel, d'aller mieux se connaître, de créer du lien social avec les autres jeunes qui sont tous de la ville de Bémao mais qui ne se connaissent pas forcément, de se dépasser et d'avoir un peu envie de faire quelque chose par la suite. Alors ce sont déjà des jeunes qui sont connus par la cellule d'accompagnement social de la ville. Ils sont recrutés sur cette base-là. Et ensuite, effectivement, il y a un suivi qui est effectué après les 2 semaines pour pouvoir mener à bout un projet, que ce soit un projet de formation ou un projet d'emploi, pour vraiment les aider à trouver les outils, les équipements, les démarches et s'assurer qu'ils les suivent en fait. Stevie envisage de s'orienter dans le secteur de l'animation après plusieurs années passées au RSMA. Cette jeune bémaotienne de 22 ans participe à ce stage de relooking dans le cadre de ce programme d'insertion mené par la ville. Je suis là aujourd'hui, c'est pour en savoir plus sur le relooking en fait, voir si je peux changer le mien aussi. Oui, je fais partie de ce programme-là et que ça m'apporte beaucoup de choses. Je découvre beaucoup de choses et des trucs que je ne savais pas non plus. Les 10 premiers jeunes de la première édition de ce stage sont actuellement en activité, soit en emploi, soit en formation, donnant ainsi à ce programme d'insertion toute sa légitimité. Des résultats encourageants pour cette session 2016.
Direction le Gosier, à présent, le Centre communal d'action sociale a décidé aujourd'hui de prolonger la journée des femmes et inviter la population à découvrir une exposition de portraits de femmes guadeloupéennes. Ce matin également, des stands permettaient de s'informer sur les droits de la femme et de la famille. Le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. La femme guadeloupéenne à l'honneur. Atelier, exposition autour des femmes qui ont porté les couleurs de la Guadeloupe au-delà de nos frontières. C'est juste pour montrer les femmes guadeloupéennes qui ont représenté le pays au plus haut niveau. Et ça représente pour moi une grande action. Et pour moi, ça met en valeur toutes les femmes qui ont porté les couleurs de la Guadeloupe, et je dis qu'elles servent de femmes référentes pour la jeunesse. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles est partenaire de cette manifestation et symbolise de ce fait le combat pour les droits des femmes. Donc notre principale mission, c'est d'informer gratuitement les familles sur leurs droits, favoriser l'autonomie sociale personnelle et professionnelle des femmes et des familles, et également favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. L'association CDIF est située à Pointe-à-Pitre. Elle reçoit le public du lundi au vendredi de 8h à midi. L'Angleterre connectée aux Antilles françaises, ce sera bientôt possible en fin d'année grâce à la compagnie aérienne Norwegian Airlines. Elle vient d'annoncer la mise en place de dessertes depuis l'aéroport de Londres-Gatwick vers la Guadeloupe et la Martinique. Prix de l'aller simple à partir de 272 €. On rappelle que la compagnie Norwegian Airlines avait lancé en décembre chez nous des vols directs à bas coût vers les États-Unis. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir du scandale Petrobras au Brésil. Nous irons également en République dominicaine où le président de la Chambre de commerce veut faire supprimer les visas Schengen. Voici la Minute Caraïbe. Brésil, l'étau se resserre. L'étau se resserre autour de l'ex-président brésilien Lula qui voit dangereusement se rapprocher de lui le scandale Petrobras. Aujourd'hui, c'est l'ex-dirigeant du géant brésilien du bâtiment, Marcelo Odebrecht, qui a été condamné à près de 20 ans de prison dans le cadre du scandale de corruption Petrobras qui secoue le pays. Âgé de 47 ans, il a été à la tête du groupe pétrolier de 2008 jusqu'à fin 2015. Le juge Sergio Moro, chargé du dossier, a condamné Marcelo Odebrecht pour délit de corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Selon la décision du juge, le groupe Odebrecht a formé avec d'autres entreprises un cartel pour passer des accords préalables et truquer systématiquement les appels d'offres de Petrobras pour obtenir les contrats de grands chantiers. Les pots de vin versés par Odebrecht à d'anciens directeurs de Petrobras ont totalisé plus de 63 millions de dollars. République dominicaine, supprimer Schengen. Gustavo dos Santos, le président de la Chambre de commerce de la République dominicaine, a demandé à l'Union européenne la suppression des visas Schengen pour les Dominicains. Gustavo dos Santos a fait remarquer que la République dominicaine a de nombreuses similitudes avec les autres pays d'Amérique latine comme la Bolivie, le Brésil, la Colombie ou le Chili, pour lesquels le visa Schengen n'est pas demandé. Le président dit ne pas comprendre comment deux pays qui ont le même niveau de pauvreté et les mêmes indicateurs économiques n'ont pas les mêmes droits d'accès sur le territoire européen. Dos Santos rappelle que de nombreux Dominicains n'ont jamais voyagé en Europe à cause du processus coûteux et compliqué du visa Schengen. République dominicaine, trop blanche pour Nina. Zoé Saldana, l'actrice dominicaine popularisée par le succès planétaire d'Avatar, a été choisie pour incarner Nina Simone à l'écran. Son rôle fait polémique à cause de sa peau trop claire qu'il a d'ailleurs fallu noircir et de son nez trop fin qui a dû supporter une prothèse pour mieux ressembler à l'immense chanteuse de jazz disparue en 2003. Même la fille de Nina Simone, Simone Kelly, estime que Zoé Saldana n'est pas le meilleur choix, rappelant que sa mère aurait certainement préféré Whoopi Goldberg. À l'origine, c'est la chanteuse de R&B Mary J. Blige qui avait été pressentie pour ce rôle qu'elle a décliné au dernier moment. Cynthia Morte, la réalisatrice, s'est alors tournée vers Zoé Saldana, faisant fi du peu de similitudes entre les deux femmes. Un choix aux allures d'affront pour nombre d'admirateurs de la figure emblématique du mouvement des droits civiques dans les années 60 qu'était Nina Simone. Le débat s'envenime sur les réseaux sociaux après l'appel au boycott de la cérémonie des Oscars lancée par Spike Lee. Jada Pinkett Smith, Michael Moore ou encore Snoop Dogg, motivés par un manque récurrent de mixité parmi les nominés. Toute cette polémique semble bien loin du message de tolérance porté par Nina Simone durant l'ensemble de sa carrière.
Retour en Guadeloupe, J-8 avant le coup d'envoi de la 19e édition de la Carujet. La compétition internationale offshore débutera le 17 mars sur la plage de Viard à Petit-Bourg. L'occasion donc pour la commune de préparer le site qui sera fréquenté par plus de 45 000 personnes pendant 4 jours. Plus de précisions avec Éric Pommier. Plage de Viard à Petit-Bourg, le village d'accueil commence à prendre forme en vue de la Carujet, course offshore au label international. À l'affiche, une 19e édition qui se tiendra du 17 au 20 mars prochain. La date approche à grands pas et déjà la mairie s'est engagée sur un chantier de tous les défis. La Carujet chaque année est l'une des vitrines phares pour asseoir la notoriété d'une commune dynamique. Toute une logistique est d'ores et déjà mise en place. Objectif, être fin prêt pour assurer le succès total de la compétition. La Carujet est incontournable et au-delà même de Petit-Bourg pour l'ensemble de la Guadeloupe. Il faut rappeler, c'est quand même un championnat du monde. Et cette année, nous aurons d'autres participants, Norvège, Suède et surtout la Chine, qui va participer à cette nouvelle édition. La Carujet, un atout indéniable pour la mairie, taux de fréquentation 45 000 personnes sur les 4 jours d'organisation. Les effets sont directs, commerçants, artisans, hôteliers, tout le monde y trouve son compte. Petit-Bourg se réjouit de l'opportunité d'accueillir cet événement sportif de renommée mondiale. Au-delà donc de cela, c'est comme si c'était un investissement à long terme puisque c'est l'image de Petit-Bourg qui est renforcée et cela permet à Petit-Bourg d'être connu au niveau mondial puisque très fier d'être la ville qui héberge cette compétition et notamment chaque année nous essayons donc d'innover puisque autour de la Carujet, la ville met en place tout un ensemble donc, de manifestations où les associations culturelles, sportives, c'est l'occasion pour les jeunes de pouvoir s'exprimer. C'est une vitrine, comme je vous disais, pour la ville de Petit-Bourg. Et c'est avec fierté que nous le faisons. Et tout ce que je souhaite, c'est que cette année encore, cette nouvelle édition puisse prendre encore plus de la dimension. Autre volonté de la mairie, ça c'est pour la touche projet, constituer une équipe 100% petit-bourgeoise pour une Carujet future. Preuve que la compétition, plus que jamais, crée l'émulation. La Carujet qui se déroulera donc du 17 au 20 mars prochain. Avant de se quitter, on va faire le point sur vos prévisions météo. Retour d'un temps plus sec demain dans notre département au programme de belles éclaircies. Les températures seront comprises dans la matinée entre 23 et 25 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1. Votre soirée sur Alizé, E égale M6, suivi d'un téléfilm L'ombre du Mont Saint-Michel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.